Chapitre 12. Patience. Les pirates rouges faisaient la détresse et l'affliction de leur propre peuple, bien avant de venir troubler les côtes des six duchés. Secte obscure à l'origine, ils parvinrent au pouvoir tant religieux que politique en s'appuyant sur une tactique implacable. Les chefs et les dirigeants qui refusaient d'adhérer à leurs croyances finissaient souvent par découvrir leurs épouses et leurs enfants victimes de ce que nous appelons la forgisation, en souvenir du triste sort du village de Forge. Si cruel et impitoyable que nous puissions considérer les Autriliens, l'honneur charpente puissamment leur tradition et réserve d'atroces sanctions à celui qui enfreint les lois des siens. Imaginez les affres d'un père outrilien dont le fils a été forgisé. Il doit dissimuler les crimes de son fils lorsque celui-ci ment, le vole ou viole les femmes de la maison, ou bien le voir écorché vif pour prix de ses infractions et endurer lui-même à la fois la perte de son héritier et du respect des autres maisons. La menace de la forgisation constituait donc une arme de dissuasion redoutable contre les opposants au régime des pirates rouges. À l'époque où ils entreprirent de s'attaquer sérieusement à nos côtes, ils avaient écrasé presque toute résistance dans les îles d'outre-mer. Ceux qui se dressaient ouvertement contre eux étaient mis à mort ou s'exilaient. D'autres payaient leur tribut de mauvaise grâce et serraient les dents devant l'indignité de ceux qui présidaient au culte. Mais beaucoup rejoignaient leur rang et peignaient en rouge la coque de leur bateau, pirates sans s'interroger sur la justesse de leur conduite. La grande masse de ces convertis, on peut le penser, était issue des maisons mineures qui n'avaient jamais eu l'occasion d'acquérir de l'influence. Mais celui qui commandait les pirates rouges ne se souciait du lignage de personne, tant qu'il pouvait compter sur l'inébranlable loyauté de chacun. J'eus encore affaire à la dame à 2 reprises avant d'apprendre qui elle était. La seconde fois, ce fut la nuit suivante, approximativement à la même heure. Molly, occupée à la préparation de ses baies, j'avais passé la soirée dans une taverne à écouter de la musique avec Kiri et Dirk, et j'avais peut-être bu 1 ou 2 chopes de trop. En rentrant, ni fin saoul ni malade, je regardais néanmoins où je mettais les pieds, car j'avais déjà trébuché dans un nid de poule. À côté de la cour des cuisines, avec ses pavés poussiéreux et ses quais de déchargement, se trouve un espace clos par une haie, nettement séparé mais contigu. On l'appelle communément le jardin des femmes. Non que ce soit leur domaine réservé, mais parce que ce sont elles qui le soignent et savent ce qui y pousse. C'est un petit coin agréable avec un bassin au centre, de nombreux parterres de simples au milieu de plantes à fleurs, de pieds de vigne et d'allées aux pierres verdies de mousse. Je m'étais bien gardé d'aller directement me coucher dans l'état où j'étais. Si j'essayais de dormir tout de suite, mon lit allait se mettre à tournoyer, à tanguer, et avant 1 heure je vomirais tripes et boyaux. J'avais passé une plaisante soirée, et il aurait été dommage de la terminer ainsi. Aussi me rendis-je dans le jardin des femmes plutôt que dans ma chambre. Dans un coin du jardin, entre un mur que chauffe le soleil et un petit bassin, poussent 7 variétés de thym. Par une journée caniculaire, leur parfum peut être entêtant, mais ce soir-là, avec la nuit presque tombée, j'eus l'impression que leur fragrance mêlée me désembrumait le cerveau. Penché sur le bassin, je m'aspergeais le visage, puis je m'assis par terre, le dos contre le mur encore tiède. Des grenouilles coassaient, et je regardais fixement la surface lisse de l'eau pour m'éviter d'avoir le tournis. Un bruit de pas, puis une voix de femme qui demanda sans aménité: Êtes-vous ivre? Pas complètement, répondis-je d'un ton affable, croyant m'adresser à Tilly, la fille du verger. Pas assez de temps ni d'argent, ajoutai-je en plaisantant. J'imagine que c'est Buriche qui vous a enseigné cette pratique. Cet homme est un ivrogne et un débauché. Il a cultivé en vous de semblables traits. Il ravage toujours ceux qui l'entourent à son niveau. La rancœur que je perçus dans cette voix me fit lever les yeux. Je louchai dans la pénombre pour distinguer sa propriétaire. C'était la dame de la veille. Debout au milieu de l'allée, vêtue d'une simple robe, elle avait l'allure d'une adolescente, mince et déliée. Elle était cependant moins grande que moi, qui n'était pas d'une taille excessive pour mes 14 ans. Mais ses traits étaient ceux d'une femme et, en cet instant, sa bouche avait un pli désapprobateur auquel faisaient écho ses sourcils froncés au-dessus de ses yeux noisettes. Elle avait les cheveux bruns et ondulés, et, malgré ses efforts pour les nouer, quelques boucles s'étaient échappées à son front et sur sa nuque. Loin de moi l'idée de défendre Buriche, mais comme mon état présent n'avait rien à voir avec lui, je répondis que, se trouvant à plusieurs milles de là dans une autre ville, il ne pouvait guère être tenu pour responsable de ce que j'ingurgitais. La dame fit 2 pas en avant. Mais il ne vous a jamais enseigné d'autre manière, n'est-ce pas?
Il ne vous a jamais mis en garde contre l'ivrognerie, n'est-ce pas? Un dicton des terres du Sud prétend que la vérité se cache dans le vin. La bière doit en receler aussi un peu, car elle s'exprima par ma voix ce soir-là. À vrai dire, madame, il serait fort mécontent de moi en ce moment. Tout d'abord, il me morigénerait pour rester assis devant une dame qui me parle. Ici, je me levai en chancelant. Ensuite, il me sermonnerait longuement avec sévérité sur la conduite de qui jouit du sang d'un prince sinon de ses titres. Je tentai une révérence et, l'ayant réussi, me redressai en terminant par un grand geste élégant du bras. Sur ce, bonne nuit, belle dame du jardin. Je vous souhaite une plaisante soirée et retire ma balourde personne de votre présence. J'étais à la porte voûtée qui perçait le mur quand elle m'interpella. Attendez! Mais mon estomac émit un inaudible grondement de protestation et je fis semblant de ne pas l'avoir entendu. Elle ne me suivit pas, cependant, elle ne devait pas me quitter des yeux et je gardai la tête droite et le pas assuré jusqu'à ce que je sorte de la cour des cuisines. Je descendis alors aux écuries où je vomis sur un tas de fumier. Puis je m'endormis dans un box propre parce que ce soir-là, l'escalier qui menait au quartier de Burich était vraiment par trop escarpé. Mais la jeunesse possède une résistance extraordinaire, surtout quand elle se sent menacée. Je me réveillai à l'aube le lendemain, car le retour de Burich était prévu pour l'après-midi. Je fis ma toilette dans les écuries et jugeai jusqu'au bout de 3 jours la tunique que je portais avait bien besoin d'être changée. Je fus doublement conscient de son état lorsque la dame m'accosta dans le couloir de ma chambre. Elle me toisa, puis, avant que j'aie pu rien dire, elle déclara: Changez de chemise. Elle ajouta: Ces jambières vous donnent l'air d'une cigogne. Dites à maîtresse pressée qu'il faut les remplacer. Bonjour, madame, fis-je. Ce n'était pas une réponse, mais pris au dépourvu, je n'avais rien trouvé d'autre. Je rangeais mon interlocutrice dans la catégorie des excentriques, encore plus que d'Hametin. Mieux valait donc ne pas la contrarier. Je pensais qu'elle allait poursuivre son chemin, mais, loin de là, elle me maintint pétrifié sous son regard. Jouez-vous d'un instrument de musique me demanda-t-elle. Je fis non de la tête. Vous chantez alors? Non, madame. Elle parut troublée. Dans ce cas, on vous aura peut-être enseigné à réciter les épopées et les poèmes du savoir traditionnel sur les simples et les vulnéraires, la navigation, des choses comme cela. Seulement ceux qui portent sur les soins à donner aux chevaux, aux faucons et aux chiens, répondis-je presque en toute franchise. Burich m'avait exigé que je les apprenne. Imbre m'en avait inculqué quelques autres sur les poisons et leurs antidotes, mais en m'avertissant qu'ils étaient peu connus et qu'il ne fallait pas les réciter étourdiment. Mais vous dansez sûrement, et vous savez écrire des poèmes. J'étais complètement perdu. Madame, je crois que vous me confondez avec quelqu'un d'autre. Peut-être me prenez-vous pour Auguste, le neveu du roi. Il n'a qu'un an ou deux de moins que moi, et... Je ne me trompe pas. Répondez à ma question. C'est tout juste si elle ne glapissait pas. Non, madame. L'enseignement dont vous parlez est réservé à ceux qui sont bien nés. Je n'ai rien appris de tout cela. À chacune de mes dénégations, son trouble s'était accentué. Sa bouche se pinça et ses yeux noisettes s'obscurcirent. C'est intolérable s'exclama-t-elle, et, faisant demi-tour dans une volée de jupes, elle s'éloigna d'un pas vif. Au bout d'un moment, j'entrai chez moi, changeai de chemise et enfilai la plus longue paire de jambières que je possédais. Puis je chassai la dame de mon esprit et m'absorbais dans les leçons et les corvées de la journée. Il pleuvait cet après-midi-là pour le retour de Burich. Je l'accueillis devant les écuries et pris le mors de sa monture pendant qu'il mettait pied à terre avec des mouvements raides. Tu as grandi, Fitz, observa-t-il, sur quoi il m'examina d'un œil critique, comme si j'étais un cheval ou un chien qui faisait soudain preuve d'un potentiel inattendu. Il ouvrit la bouche comme pour ajouter quelque chose, puis secoua la tête et grogna. Eh bien, dit-il, et je lui fis mon rapport. Il n'était resté absent qu'un mois, mais il aimait se tenir au courant de tout jusqu'au moindre détail. Il m'accompagna attentif à mes paroles, tandis que je menais sa jument dans son box et me mettais à la penser. Parfois, je m'étonnais de sa ressemblance avec Imbre. Tous deux attendaient de moi que je me rappelle tout avec précision et sois capable de relater les événements de la semaine passée ou du mois précédent dans l'ordre chronologique. Apprendre à rendre compte devant Imbre ne m'avait guère posé de difficulté. Il avait simplement formalisé ce que Burich exigeait de moi depuis longtemps.
Des années plus tard, je devais m'apercevoir qu'un homme d'armes faisait son rapport à son supérieur n'agissait pas différemment. Tout autre que lui serait allé directement aux cuisines ou au bain aussitôt après avoir entendu mon compte-rendu. Mais Burrich tint à faire le tour de ses écuries, s'arrêtant ici pour bavarder avec un palefrenier, là pour parler à mi-voix à l'oreille d'un cheval. Arrivé au vieux palefroid de la dame, il fit halte encore une fois, et le regarda en silence pendant quelques minutes. C'est moi qui ai dressé cette bête, fit-il soudain. Au son de sa voix, le cheval se retourna dans son box et encensa doucement. Soyeux, murmura-t-il. Il lui caressa le museau. Il poussa subitement un soupir. Ainsi, Dame Patience est ici. Est-ce que tu as déjà fait sa connaissance? J'eus du mal à répondre. 1000 pensées s'entrechoquaient soudain dans ma tête. Dame Patience, épouse de mon père, et à divers titres, la grande responsable de son retrait loin de la cour et de moi. Et c'est avec elle que j'avais bavardé dans les cuisines. Elle à qui j'avais adressé un salut d'ivrogne. Elle qui m'avait interrogé le matin même sur mon éducation. Je marmonnais. Pas formellement. Mais nous nous sommes rencontrés, oui. À ma grande surprise, il éclata de rire. Ta tête vaut tous les discours, Fitz. Rien qu'à ta réaction, je sais qu'elle n'a pas beaucoup changé. La première fois que je l'ai vue, c'était dans le verger de son père. Elle était installée dans un arbre. Elle m'a demandé de lui enlever une écharde du pied et, sans faire ni une ni deux, elle a ôté sa chaussure et son bas. Comme ça, devant moi. Et sans savoir qui j'étais. Moi non plus d'ailleurs, je ne savais pas qui c'était. Je l'avais prise pour la servante d'une dame. Ça se passait il y a des années, naturellement, avant même que mon prince fasse connaissance. Je ne devais pas être beaucoup plus vieux que toi. Il se tut et son visage s'adoucit. Elle avait un petit chien maladif, la respiration sifflante, toujours en train de vomir des paquets de ses propres poils. Il s'appelait Plumeau. Il se tut à nouveau et sourit presque tendrement. Dire que je me rappelle de ça, au bout de tant d'années. Est-ce que tu lui as plu la première fois que vous vous êtes rencontrés demandai-je sans délicatesse. Burrich se retourna vers moi, et l'homme que j'avais entrevu disparut derrière son regard devenu opaque. Plus qu'aujourd'hui, répondit-il d'un ton brusque. Mais c'est sans importance. Dis-moi plutôt ce qu'elle pense de toi, Fitz. Ça, c'était une autre paire de manches. Je me lançai dans le récit de nos entrevues, en glissant sur les détails autant que je l'osais. On était à notre confrontation au jardin quand Burrich leva d'une main. Arrête, dit-il d'un ton posé. Je me tus. Quand tu retranches des bouts à la vérité pour éviter d'avoir les ridicules, tu finis par passer pour un crétin. Recommence. J'obéis sans rien omettre cette fois, ni ma conduite, ni les commentaires de la dame. Quand j'eus fini, j'attendis le verdict qui ne manquerait pas de tomber. Mais non. Burrich tendit la main pour caresser le museau du palefroid. Le temps change certaines choses, dit-il enfin. D'autres non. Il soupira. Mon vieux Fitz, tu as le don de te présenter aux gens que tu ferais mieux d'éviter à tout prix. Il y aura des conséquences, j'en suis sûr. Mais lesquelles? Je n'en ai pas la moindre idée. Cela étant, inutile de s'inquiéter. Allons plutôt voir les petits de la chaîne ratière. Tu dis qu'elle en a eu 6? Et ils ont tous survécu, répondis-je avec orgueil, car la chaîne en question avait toujours des mises bas difficiles. Espérons que nous le ferons aussi bien, fit Burrich entre haut et bas. Je le regardai surpris, mais ce n'était apparemment pas à moi qu'il s'adressait. J'aurais cru que tu aurais le bon sens d'éviter cette femme, promella Imbre. Ce n'était pas l'accueil que j'espérais après 2 mois loin de ses appartements. Je ne savais pas que c'était Dame Patience, je suis étonné que la rumeur n'ait pas signalé son arrivée. Elle désapprouve énergiquement les commérages, m'informa Imbre. Il était installé dans son fauteuil devant le petit feu qui brûlait dans l'âtre. Il faisait toujours froid chez lui, et il y était sensible. Il paraissait fatigué aussi. Ce soir, épuisé par ce qui l'avait retenu toutes ces semaines, où je ne l'avais pas vu. Ses mains en particulier semblaient vieillies, osseuses, enflées au niveau des articulations. Il prit une gorgée de vin et reprit. Et elle a ses petites façons bien à elle, et tout à fait originales de s'occuper de ce qui clabaude dans son dos. Elle a toujours exigé qu'on respecte sa vie privée. C'est en partie pourquoi elle aurait fait une mauvaise reine, ce qui était d'ailleurs parfaitement indifférent à Chevalerie, qui s'était marié pour lui-même et non pour des motifs politiques. Ça a été, je crois, la première déception qu'il a infligée à son père.
Après cela, rien de ce qu'il pouvait faire ne contentait complètement subtil. Je ne faisais pas plus de bruit qu'une souris. Rôdeur vint se percher sur mon genou. Il était bien rare de trouver Imbre d'humeur aussi communicative, surtout à propos de la famille royale. J'osais à peine respirer de peur de l'interrompre. Parfois, je me dis que Chevalerie avait besoin d'un petit quelque chose que, d'instinct, il savait trouver chez Patience. C'était un homme réfléchi, ordonné, toujours correct dans ses manières, toujours au courant de tout ce qui se passait autour de lui. Il était chevaleresque, mon garçon, au meilleur sens du terme. Il ne se laissait pas aider à des gestes ignobles ou mesquins. Cette attitude s'accompagnait naturellement d'un air un peu guindé qui ne le quittait jamais et qui le faisait passer, aux yeux de ceux qui ne le connaissaient pas, pour froid ou hautain. Et puis il a rencontré cette gamine. Et, de fait, elle était à peine plus qu'une enfant. Elle n'avait guère plus de substance qu'une toile d'araignée ou l'écume des vagues. Son esprit et sa langue voletaient sans cesse d'un sujet à l'autre, papillonnaient de ci, de là, sans rime ni raison que je puisse discerner. Le simple fait de l'écouter m'épuisait. Mais Chevalerie, lui, souriait et s'émerveillait. Peut-être était-ce parce qu'il ne l'intimidait pas du tout, ou bien parce qu'elle ne semblait pas vouloir le conquérir à tout prix. Toujours est-il que, poursuivi par une vingtaine des meilleures parties de naissance supérieure et d'intelligence plus brillante, il a choisi Patience. Et il n'y avait nulle urgence à ce qu'il se marie. Quand il l'a prise pour épouse, il a fermé la porte sur une bonne dizaine d'alliances qu'une autre femme aurait pu lui valoir. Il n'avait pas la moindre raison valable de se marier à ce moment-là. Pas une seule. Sauf qu'il en avait envie, dis-je. Et je regrettais aussitôt de ne pas m'être plutôt coupé la langue, car Imbre hocha la tête, puis s'ébroua. Il détourna le regard du feu et le porta sur moi. Bien. Assez parlé de cela. Je ne vais pas te demander comment tu t'y es pris pour lui faire une telle impression, ni ce qui l'a fait changer d'opinion à ton égard. En tout cas, la semaine dernière, elle est allée trouver subtil pour exiger qu'on te reconnaisse comme le fils et l'héritier de Chevalerie et qu'on te fournisse une éducation digne d'un prince. Je fus pris de vertige. Les tapisseries ondoyaient-elles sur les murs ou mes yeux me jouaient-ils des tours? Il a refusé, naturellement, poursuivit Imbre, implacable. Il a essayé de lui expliquer l'impossibilité absolue d'accéder à sa requête. Et elle ne faisait que répéter. Mais vous êtes le roi! Comment cela peut-il vous être possible? Les nobles ne l'accepteraient jamais, ce serait aussitôt la guerre civile. Et songer à l'effet sur un jeune garçon qui ne s'y attend pas de se retrouver soudain dans cette situation. Voilà ce qu'il lui a dit. Ah! Fis-je à mi-voix. Je n'arrivais pas à me rappeler ce que j'avais ressenti l'espace d'un instant. De l'exaltation, de la colère, de la peur. Tout ce que je savais, c'est que cette émotion était déjà passée. J'éprouvais une étrange impression de nudité et d'humiliation à l'idée d'avoir ressenti quelque chose. Bien entendu, Patience refusait de se laisser convaincre. Eh bien, préparez-le, a-t-elle répondu au roi. Et lorsqu'il sera prêt, jugez vous-même. Il n'y a que Patience pour demander des choses pareilles et devant Royal et Vérité par-dessus le marché. Vérité, qui connaissait la fin d'avance, écoutait calmement, mais Royal était livide. Il s'excite beaucoup trop facilement. Même un simple d'esprit aurait compris que Subtil ne pouvait accéder à la demande de Patience. Mais il sait quand faire des compromis. Sur les autres points, il lui a tout accordé. Surtout pour la faire taire, je pense. Les autres points répétai-je stupidement. Certains à notre avantage, d'autres à notre détriment. Ou du moins qui n'iront pas sans de sacrés inconvénients. Imbre parlait d'un ton à la fois exultant et agacé. J'espère que tu te débrouilleras pour caser davantage d'heures dans une journée, mon garçon, parce que je ne tiens pas à sacrifier le moindre de mes plans à ceux de Patience. Elle a exigé que tu reçoives l'éducation qui convient à ton lignage, et elle a juré de s'en charger personnellement. Musique, poésie, danse, chant, maintien. Je te souhaite d'avoir plus d'endurance que je n'en avais à ton âge pour ces choses-là. Il est vrai que Chevalerie n'a jamais paru en souffrir. Parfois même, il parvenait à en faire bon usage. Mais cela va occuper une bonne partie de tes journées. De plus, tu vas jouer les pages auprès de Patience. Tu es un peu vieux pour ça, mais elle a insisté. Pour ma part, je pense que les regrets la travaillent et qu'elle cherche à rattraper le temps perdu, ce qui ne marche jamais. Tu vas devoir abandonner les exercices de maniement. Toi et Burich se trouver un autre garçon d'écurie. Le maniement d'armes ne me manquerait pas. Comme Imbre me le répétait souvent, un véritable assassin officie de près et sans bruit.
si j'apprenais convenablement mon métier, jamais je n'agiterais d'épée sous le nez des personnes. Mais les heures avec Burich... Encore une fois, j'éprouvais cette étrange impression d'ignorer ce que je ressentais. Je détestais Burich, parfois. Il était arrogant, tyrannique et insensible. Il me, il me voulait parfait, tout en m'avertissant d'emblée que je n'y gagnerais jamais la moindre récompense. Mais il était franc, aussi, carré, et persuadé que j'étais capable de ce qu'il exigeait de moi. Tu te demandes sans doute quel avantage il nous a obtenu. Poursuivit Imbre sans prêter attention à mon silence. Je perçus de la jubilation dans sa voix. Il s'agit de quelque chose que j'ai requis 2 fois pour toi, et qui m'a été 2 fois refusé. Mais Patience a si bien noyé Subtil sous son bavardage qu'il a rendu les armes. Il s'agit de l'art, mon garçon. Tu dois être formé à l'art. L'art répétai-je sans comprendre. Tout allait trop vite pour moi. Oui. Je m'efforçais de rassembler mes pensées. Ulrich m'en a parlé une fois il y a longtemps. Soudain, je retrouvais le contexte de la conversation. C'était après la trahison accidentelle de Fouineau. Ulrich avait décrit l'art comme l'opposé du sens que j'avais en commun avec les animaux. Ce même sens qui m'avait révélé le changement de nature chez les villageois de Forge. L'apprentissage me libérerait-il de l'autre, ou serait-ce pour moi une dépossession? Je songeais à l'intimité que j'avais partagée avec les chevaux et les chiens lorsque je savais Burich au loin. Je me rappelais Fouineau avec un sentiment mélangé de chaleur et de peine. Jamais je n'avais été plus proche d'une autre créature vivante, ni auparavant, ni depuis. La formation qui m'attendait allait-elle me dépouiller de cette faculté? Qu'y a-t-il, mon garçon? La voix d'Imbre était bienveillante, mais inquiète. Je ne sais pas. J'hésitais, mais, même à Imbre, je n'osais dévoiler mes craintes, ni ma tare. Rien, je crois. On a dû te raconter de vieilles sornettes sur ton futur apprentissage, avança-t-il. Et il se trompait complètement. Écoute, mon garçon, ce n'est sûrement pas aussi difficile que ça en a l'air. Chevalerie y est passée, vérité aussi. Et devant la menace des pirates rouges, Subtil a décidé d'en revenir aux anciennes traditions et d'élargir le cercle des candidats potentiels. Il a besoin d'un clan, voire de 2, pour compléter ce que lui et Vérité peuvent déjà rivaliser avec l'art. Yalen est loin d'être ravi, mais en ce qui me concerne, c'est une excellente idée. Bien que bâtard moi-même, je n'ai jamais eu accès à l'apprentissage, et ne me fasse donc qu'une vague idée de l'usage de l'art pour défendre notre pays. Vous êtes un bâtard? La question avait jailli de mes lèvres sans crier gare. Cette révélation avait tranché le millimélo de mes pensées comme un rasoir. Imbre me dévisagea, aussi choqué par mes paroles que moi par les siennes. Évidemment, je pensais que tu l'avais deviné depuis longtemps. Mon garçon, pour quelqu'un d'aussi perspicace, tu es curieusement aveugle par moments. Je le regardais comme si je le voyais pour la première fois. Les cicatrices de son visage, peut-être, avaient masqué la ressemblance, mais elle était bien là. Le front, la forme des oreilles, la ligne de la lèvre inférieure. Mais vous êtes le fils de Subtil m'écriai-je en me fondant sur son seul aspect. Mais avant même qu'il réponde, je me rendis compte du ridicule de ma déclaration. Son fils! Imbre eut un rire lugubre. Oh, qu'il serait fâché! Mais la vérité le fait grimacer encore davantage. C'est mon demi-frère cadet. Garçon. Mais lui a été conçu dans un lit légitime, et moi pendant une campagne militaire à bord du sable. À mi-voix, il ajouta. Ma mère était soldat lorsqu'elle m'a conçu. Mais elle est rentrée chez elle pour l'accouchement, et plus tard elle a épousé un potier. Quand elle est morte, son mari m'a mis sur un âne et m'a donné un collier qu'elle portait souvent me disant de le remettre au roi à Kestelcer. J'avais 10 ans. Le chemin était long et dur de Surgema à Kestelcer en ce temps-là. Je ne savais que dire. Assez parlé de ça. Imbre se redressa, le visage austère. C'est Galen qui va t'enseigner à l'art. Subtil a dû lui secouer les puces, mais il est arrivé à obtenir son accord. Quoique, avec des réserves. Ses élèves ne doivent avoir d'autres professeurs que lui pendant leur formation. J'aimerais qu'il en soit autrement, mais je n'y peux rien. Il te faudra être prudent. Tu connais Galen, n'est-ce pas? Un peu, répondis-je. Seulement parce qu'on en dit. Et personnellement, que sais-tu de lui? Je pris une inspiration et réfléchis. Il prend ses repas seul,
Je ne l'ai jamais vu à table, ni avec les hommes d'armes, ni à la salle à manger. Je ne l'ai jamais vu s'arrêter un instant pour bavarder, que ce soit sur le terrain d'exercice dans la cour, de la laverie ou dans les jardins. On dirait toujours qu'on l'attend quelque part, il est toujours pressé. Il traite mal les animaux. Les chiens ne l'aiment pas, et il serre tellement la bride aux chevaux qu'il leur abîme la bouche et le tempérament. Il doit avoir l'âge de Burriche, je pense. Il s'habille bien, presque aussi coquettement que royal. Une fois j'ai entendu quelqu'un le qualifier d'homme de la reine. Pourquoi cela demanda vivement Imbre. Hmm. Il y a longtemps de ça, c'était Gage, un homme d'arbre, un homme d'armes. Il était venu trouver Burriche un soir, un peu ivre et un peu amoché. Il s'était battu avec Galen, qui l'avait frappé au visage avec un petit fouet ou un truc comme ça. Gage voulait que Burriche le soigne parce qu'il était tard et qu'il n'aurait pas dû boire ce soir-là. C'était bientôt son tour de garde, si je me souviens bien. Il avait surpris Galen en train de prétendre que Royal était 2 fois plus noble que chevalerie ou vérité, et que la coutume qui l'empêchait d'accéder au trône était ridicule. D'après Galen, la mère de Royal était mieux née que la première épouse de Subtil, ce qui est de notoriété publique. Mais ce qui a chauffé les sangs de Gage au point d'engager la bagarre, c'est que Galen a soutenu que la reine Désir était plus royale que Subtil lui-même, car elle était de sang loin-voyant par ses 2 parents et Subtil par son père seulement. Du coup, Gage a voulu lui mettre son poing sur le nez, mais Galen s'est écarté et l'a frappé au visage. Je me tue. Ensuite, m'encouragea Imbre. Et alors, Galen soutient Royal de préférence à vérité, ou même au roi. Et Royal, disons, l'accepte. Il a de meilleurs rapports avec lui qu'avec les serviteurs ou les soldats en général. On dirait qu'il prend conseil auprès de lui, d'après les rares occasions où je les ai vus ensemble. D'ailleurs, c'était presque comique. Galen s'habille comme le prince, il a les mêmes gestes que lui, à croire qu'il le singe. Parfois, ils ont presque l'air de jumeaux. Ah oui. Imbre se pencha vers moi. Qu'as-tu encore remarqué? Je fouillai ma mémoire en quête de détails que j'aurais observés. C'est tout, je crois. T'a-t-il déjà adressé la parole? Non. Je vois. Imbre hocha la tête. Et que sais-tu de lui, par oui dire? Que soupçonnes-tu? Il cherchait à m'amener à une certaine conclusion, mais je ne voyais pas laquelle. Il est originaire de Labour, de l'intérieur. Sa famille est venue à Castelcer en même temps que la seconde reine du roi subtil. J'ai entendu dire qu'il avait peur de l'eau, qu'il s'agisse de faire du bateau ou de nager. Burrich le respecte, mais ne l'aime pas. Selon lui, il connaît son travail, il le fait bien, mais Burrich ne peut pas s'entendre avec un homme qui maltraite les animaux, même par ignorance. Les gens des cuisines ne l'apprécient pas. Il fait toujours pleurer les plus jeunes, il accuse les filles de laisser tomber des cheveux dans sa nourriture ou d'avoir les mains sales. Et il traite les garçons de voyous qui ne savent pas servir correctement. Du coup, les cuisinières ne l'aiment pas non plus, parce qu'après son passage, les apprentis sont tous dans leurs états, et ils ne travaillent plus comme il faut. Imbre ne me quittait pas des yeux, comme s'il attendait quelque chose de très important. Je me creusais la cervelle. Il porte une chaîne sur laquelle sont montées 3 pierres précieuses. C'est la reine Désir qui la lui a donnée, en récompense d'un service particulier. Le fou le déteste. Une fois, il m'a raconté que, quand ils sont seuls, Galen le traite de monstre et lui jette des objets à la tête. Imbre haussa les sourcils. Le fou te parle? Il avait l'air abasourdi. Il se redressa si brutalement dans son fauteuil que du vin jaillit de sa coupe et lui éclaboussait le genou. Il l'essuya distraitement de la manche. Quelquefois, répondit circonspect. Pas très souvent. Seulement quand l'envie lui en prend. Alors il apparaît d'un coup devant moi, et il me dit des trucs. Des trucs? Quel genre de trucs? Je pris soudain conscience que je n'avais jamais rapporté à Imbre le rébut du fit. Le rébut du Fitz débouche la bouche du bichon. Je m'étais découragé devant la difficulté des explications. Bah, des trucs bizarres. Il y a 2 mois, il m'a abordé en me disant que le lendemain ne serait pas un bon jour pour la chasse. Pourtant, le temps était beau, et Burrich a tué un grand cerf. Vous devez vous en souvenir. C'est le même jour que nous sommes tombés sur un glouton. Il a salement amoché 2 des chiens. Et si j'ai bonne mémoire, il a bien failli t'avoir, toi aussi. Imbre se pencha encore, l'air étrangement satisfait. Je haussai les épaules. Burrich l'a forcé et l'a abattu. Ensuite, il m'a enguirlandé comme si c'était ma faute, et il m'a dit qu'il m'aurait assommé de ses propres mains si la bête avait blessé celui. Comme si j'avais pu prévoir qu'il s'en prendrait à moi. J'hésitais. Imbre,
Je sais que le fou est bizarre, mais j'aime bien quand il vient me parler. Il s'exprime par énigmes, il m'insulte, il se moque de moi, il se permet de me donner des conseils sur ce que je dois faire, me laver les cheveux ou ne pas porter de jaune, mais... Oui, fit Imbre, comme si ce que je disais était de la plus haute importance. Je l'aime bien. Je ne trouvais pas de meilleure conclusion. Il se paye ma tête, mais de sa part, ce n'est pas méchant. Ça me donne l'impression d'être, comment dire, important, qu'il ait choisi de s'adresser à moi. Imbre se radossa. Il cacha un sourire derrière sa main. Mais la plaisanterie m'échappait. Fie-toi à ton instinct, dit-il, enfin avec laconisme, et suis les conseils que te donne le fou. Et enfin, continue à tenir secret le fait qu'il te parle. Tu pourrais le prendre en mauvaise part. Qui ça demandai-je avec inquiétude. Le roi subtil, peut-être. Après tout, le fou est à lui, il l'a acheté. Une dizaine de questions me vinrent aussitôt à l'esprit. Imbre dut déchiffrer mon expression, car il leva la main pour me faire taire. Pas maintenant. Tu n'as pas besoin d'en savoir davantage pour le moment. Tu en sais d'ailleurs plus qu'assez. Je n'ai pas coutume de divulguer des secrets qui ne m'appartiennent pas. Mais ta révélation m'a surpris. Si le fou désire en apprendre plus long, qu'il le fasse lui-même. Mais il me semble que nous parlions de Galène. Je me renfonçai donc dans mon fauteuil avec un soupir. Galène. Donc, il est désagréable avec ceux qui ne peuvent pas lui répondre, il s'habille bien, et il prend ses repas seul. Qu'est-ce que je dois savoir d'autre, Imbre? J'ai déjà eu des professeurs sévères et d'autres désagréables. Je pense que j'apprendrai à m'arranger de lui. C'est ton intérêt. Imbre était grave. Parce qu'il te hait. Il te hait davantage qu'il n'aimait ton père. La profondeur du sentiment qu'il porta à ton père m'a toujours déconcerté. Personne, pas même un prince, ne mérite une dévotion aussi aveugle, surtout aussi subite. Et toi, il te hait avec encore plus de force. Cela m'effraie. Le ton d'Imbre me fit naître une nausée glacée au creux de mon estomac. L'angoisse que je ressentis me mit au bord du malaise. Comment le savez-vous demandai-je alarmé. Parce qu'il l'a dit à Subtil quand le roi lui a ordonné de t'inclure parmi ses élèves. Ne faut-il pas que le bâtard apprenne sa vraie place? Ne doit-il pas se satisfaire de ce que vous avez décrété en sa faveur? Et là-dessus, il a refusé de t'accepter. Il a refusé? Je te l'ai déjà raconté. Mais Subtil s'est montré inflexible. C'est le roi, et Galen doit lui obéir. Tout homme de la reine qu'il ait été, il s'est incliné et a déclaré qu'il essayerait de te former. Tu suivras son enseignement tous les jours à côté d'un mois. D'ici là, tu as impatience. Où ça? Au sommet d'une tour se trouve ce qu'on appelle le jardin de la reine. On t'y introduira. Imbre se tut, comme s'il voulait me prévenir d'un danger sans m'affoler. Sois prudent, dit-il enfin. Car entre les murs du jardin, je n'ai aucune influence. Je suis aveugle. C'était un étrange avertissement que je n'eus garde d'oublier.